M. Gagnon est à l'emploi de Transition énergétique Québec depuis 2013, où il occupe le poste de coordonnateur du service d'accompagnement technique. Titulaire des titres d'ingénieur, d'associé écologique LEED, de gestionnaire certifié de l'énergie et d'agent accrédité en remise au point des systèmes mécaniques des bâtiments, il accompagne les gestionnaires de bâtiments dans leur transition énergétique. Passionné par l'efficacité énergétique des bâtiments, il s'est également vu confier la coordination de l'appel à propositions pour les projets de valorisation de rejets thermiques, ainsi que la responsabilité de la mise en œuvre du volet bâtiment commercial et institutionnel du plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique du Québec. Olivier est agronome, consultant indépendant, et en activité depuis 1980 en Afrique, Moyen-Orient, France, Canada. Il est activement impliqué dans la caractérisation et la valorisation des rejets thermiques industriels depuis 1993 en France et au Canada. Il est aussi auteur de l'étude Potentiel énergétique des rejets thermiques industriels au Québec et coordonnateur du projet de serre Toundra, ville de Saint-Félicien, ayant abouti à la première réalisation québécoise d'envergure dans le domaine de la sériculture intensive commerciale chauffée grâce à la valorisation des rejets thermiques industriels. Jean-Marie, je te laisse la parole. Merci Pierre. OK. Suivante. Donc, Jean-Marie Niget, nous allons parler donc des rejets thermiques industriels au Québec, qui est une énergie largement ignorée. Suivante. Donc, les rejets thermiques industriels au Québec, c'est produit comment, c'est quoi et c'est produit par qui? Donc, en fait, on a deux grands secteurs qui produisent des rejets thermiques. Le secteur industriel à proprement parler, qui regroupe les pâtes et papiers, le raffinage, la pétrochimie, la chimie, le verre, même s'il y en a plus beaucoup au Québec, il y en avait encore en 2010, les industries de production de ciment et de chaux et la sidérurgie. Ce secteur industriel au complet consomme grosso modo 158 TWh par an, donc 100% d'énergie. On retrouve 60% de cette énergie dans les produits et 40% de cette énergie est qu'on appelle la chaleur fatale parce qu'elle est fatalement produite par les procédés sous forme d'eau chaude et de gaz chaud et dissipée dans l'environnement, dans l'air et dans l'eau, qui représente 64 TWh par an. Le deuxième secteur qui génère des rejets thermiques est les unités de production d'électricité thermique qui génèrent annuellement 7 TWh, soit 35% de l'énergie entrante, et qui dissipent dans l'environnement sous forme d'eau chaude et de gaz chaud 13 TWh par an, soit 65% de l'énergie entrante. Donc, on a un total annuel moyen de près 77 TWh par an, qui, à titre de comparaison, est à peu près 10 fois la production annuelle du complexe hydroélectrique de la Romaine, qui représente un investissement de 6,5 milliards. Ces rejets thermiques sont constitués de quoi? Donc, dans le graphique en haut à droite, là, vous voyez que grosso modo, on a 25% de ces rejets thermiques qui sont sous forme d'eau chaude à une température inférieure à 60 degrés Celsius, 50% sous forme de gaz chaud dont la température est inférieure à 177 degrés Celsius, soit 380 degrés Fahrenheit, et 25% de gaz très chaud à plus de 350 degrés Fahrenheit ou plus de 180 degrés Celsius. Les principaux secteurs qui génèrent des rejets thermiques au Québec, donc ça sont des données 2010, mais le tissu industriel a finalement assez peu changé fondamentalement depuis 2010. Donc arrive en tête le secteur des pâtes et papiers. Tout le monde sait que c'est un secteur qui effectivement produit beaucoup de chaleur. En deuxième position arrivent les raffineries de pétrole, donc l'industrie du raffinage, pétrochimie et chimie pour 20%. Ensuite, l'aluminium primaire pour 11%, les fonderies pour 8%, la production d'électricité pour 17% et les autres secteurs pour 8%. Si effectivement, globalement, l'ensemble des industries se montrent assez coopératifs, c'est pas le cas avec le raffinage pétrochimie et chimie. J'ai pu m'en rendre compte lors de l'enquête de 2010 où j'ai eu une fermeture complète à tout échange d'informations. Suivante. Bon, les rejets thermiques, donc,
quoi? On va y aller plus dans le détail. Donc, énergie thermique des gaz chauds et de l'eau chaude fatalement générée par l'industrie, c'est 227 millions de gigajoules par an, soit 40% de l'énergie consommée, donc ce qui est assez énorme. Et au niveau de l'électricité thermique, c'est 47 millions de gigajoules par an. 69 millions de gigajoules ou 19 TWh pour l'eau chaude, 144 millions de gigajoules ou 41 TWh pour les gaz chauds à moins de 380 Fahrenheit et 60 millions de gigawattheures par an ou 17 TWh par an pour les gaz chauds à plus de 350 Fahrenheit. La répartition de ces générateurs sur le territoire québécois est assez hétérogène, mais globalement, on en retrouve à peu près dans toutes les régions, à l'exception de Gaspésie, les îles de la Madeleine et de Laval. Donc effectivement, les régions les mieux dotées sont par ordre décroissant le centre du Québec, Montréal et le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont tout au-dessus de 10% du potentiel global de 77 TWh, mais on en retrouve aussi dans d'autres régions à plus ou moins grosse échelle. Donc cette répartition qui est quand même assez large au niveau du Québec représente des opportunités de valorisation qui ne sont pas négligeables. Suivante. Là, vous avez une mise à jour qui a été faite par nos collègues de Transition énergétique Québec en 2019 qui présente par ordre croissant la distribution par région et par type de rejet thermique en gigawattheure par an. Donc là, on voit bien que dans le bas du graphique, le centre du Québec arrive largement en tête, mais la répartition par type de rejet thermique est aussi intéressante. Donc, on voit qu'effectivement, pour les industries du centre du Québec, on a une majorité de rejet thermique sous forme d'eau chaude à moins de 60 degrés Celsius, alors que par exemple dans Chaudière-Appalaches, on a un très gros pourcentage de rejet thermique sous forme de gaz chaud inférieur ou supérieur à 350 degrés Fahrenheit. Et puis en décroissant pour les régions, vous continuez à avoir cette répartition. Suivante. Alors, ce rejet thermique industriel au Québec, est-ce que le valoriser, c'est payant? Dans l'analyse que j'avais faite en 2010 pour le MAMRO, donc l'énergie fatalement générée, la chaleur fatale sous forme de gaz chaud et d'eau chaude, représente donc 77 TWh par an, qui est un peu plus de 15% de l'énergie totale consommée annuellement au Québec. Donc, ce n'est pas un phénomène anecdotique, c'est quand même un gisement qui est majeur dans le paysage énergétique québécois. L'énergie thermique de ces gaz chauds et de cette eau chaude fatalement générée s'y représente en équivalent gaz naturel, c'est-à-dire que s'il faut brûler la quantité de gaz naturel pour produire cette énergie, ça représente 2,9 milliards de dollars par an pour produire ces 77 TWh par an, et ça représente 1,1% du produit intérieur brut du Québec. Donc là non plus, ça n'est pas un phénomène anecdotique. Qu'est-ce que représente la valorisation des rejets thermiques industriels? Ça représente des opportunités de développement socio-économique durable, dans la mesure où on a une énergie qui est déjà existante, qui est déjà produite, et qui, au moins pour l'eau chaude à moins de 60 degrés Celsius, est facile à valoriser techniquement et économiquement et est à un faible coût très stable. Suivante. Est-ce que c'est éco-responsable de valoriser ce gisement largement ignoré? Si, effectivement, c'est une vue de l'esprit purement théorique, mais si la totalité de ce gisement était valorisée, cela générerait une réduction potentielle des émissions de gaz à effet de serre pour le Québec de 15,8 millions de tonnes équivalent CO2, donc par an, soit 18% des émissions totales annuelles du Québec. Bon, c'est évident que techniquement, on ne peut pas valoriser l'entièreté, mais ce chiffre vous donne quand même une idée de l'ordre de grandeur de ce que ça peut représenter comme avantage en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La valorisation de l'eau chaude, intégralement à l'échelle provinciale, représenterait une réduction de 3 600 000 tonnes équivalent CO2 par an. Les gaz chauds à moins de 350 degrés Fahrenheit, 9,5 millions de tonnes équivalent CO2 en moins par an.
et les gaz chauds à plus de 350 degrés Fahrenheit, l'équivalent de 2,7 millions de tonnes équivalent CO2 par année. Un point qui est intéressant et qui est souvent négligé ou pas encore suffisamment pris en compte, c'est que toutes les entreprises, les activités de toutes les entreprises ont des impacts sur l'environnement. Et ces impacts sont rarement chiffrés de façon monétaire. On parle des atteintes à la biodiversité, des changements climatiques, des impacts sur les maladies, sur la santé humaine, etc., etc. Et une étude qui a été produite au début des années 2000 par l'université de l'Essex en Angleterre documentait de façon vraiment très précise le chiffrage des impacts des émissions de gaz à effet de serre avec les différents composants, CO2, méthane, NOx, etc., etc. Et appliqué au Québec, cela représenterait la valorisation du potentiel complet des rejets thermiques industriels au Québec, représenterait une réduction des coûts des externalités liées aux émissions de GES de l'équivalent de 2,3 milliards de dollars par an au bénéfice de la communauté. Pourquoi au bénéfice de la communauté? C'est parce que les impacts, les coûts financiers des impacts de ces entreprises ne sont jamais pris en charge par les entreprises elles-mêmes et ne sont jamais pris en compte dans les prix de vente de ces entreprises. Et donc, ces coûts sont toujours à la charge de la communauté. En fait, les gouvernements interviennent pour mitiger ces impacts et évidemment répercutent les coûts de ces mesures de mitigation sur l'ensemble de la population. Donc ça aussi, c'est un point généralement pas assez considéré, mais qui est extrêmement important à considérer. Suivante. Bon, comme je vous le disais, les rejets thermiques industriels, c'est une énergie thermique qui est déjà produite, mais non valorisée, qui est facilement utilisable et à des coûts bas relativement stables. Bon, rapidement, quels sont les secteurs d'activité qui peuvent tirer profit de la valorisation des rejets thermiques industriels? Suivante. Donc, par exemple, au niveau de l'industrie forestière, actuellement, le séchage du bois se fait à haute température avec de la vapeur, donc par des systèmes de coils dans des enceintes fermées, en brûlant des combustibles fossiles, principalement du gaz naturel, mais certains séchoirs brûlent aussi de la biomasse, là. Et il existe des méthodes alternatives, peut-être pas pour l'ensemble des essences de bois, mais au moins pour une bonne partie, qui est le séchage basse température avec donc de l'eau chaude qui serait générée par un générateur industriel dans une enceinte isolée avec un système d'échangeur d'air et un plancher radiant. La photo que vous voyez à droite a été prise dans les installations d'une entreprise française qui s'appelle Chaîne de France et qui valorise les rejets thermiques basse température de la centrale nucléaire de Chinon dans la région Centre en France, avec d'excellents résultats sur la qualité des bois séchés, sans déformation, sans décoloration, sans gerçure. Et comme les principaux clients de cette industrie sont les industries du meuble, c'est extrêmement important. Bon, il n'est pas évident que pour l'épinette, pour faire du 2x4, ça soit pertinent, mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie non plus. Suivante. L'autre possibilité d'utilisation des rejets thermiques, et là, comme vous le voyez, on s'oriente plus vers la valorisation des rejets thermiques basse température, c'est pour des entreprises agricoles, pour l'agroforesterie et l'agroalimentaire, pour le séchage déshydratation. Si on sèche à basse température, on n'a pas d'altération des qualités nutritionnelles. Par exemple, si on sèche des fruits, des légumes, des produits forestiers non ligneux comme les petits fruits, les champignons ou des choses comme ça. Et ça peut aussi être une avenue intéressante, et ça fait plusieurs années que j'en parle, pour sécher du foin, sachant que les régions nordiques du Québec, comme l'Abitibi et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, grâce à un climat avec des amplitudes thermiques estivales relativement fortes, des nuits fraîches, ces régions produisent des fourrages d'excellente qualité. Mais bon, en l'état, on ne peut pas exporter ces fourrages
compte tenu du rapport défavorable poids-volume. Mais si ces fourrages pouvaient être déshydratés sans altération de leur qualité nutritionnelle, ça représenterait des opportunités extrêmement intéressantes pour ces régions, sachant qu'au niveau international, il y a une demande extrêmement forte, entre autres des élevages de chevaux, pour du fourrage d'excellente qualité. Ce type la disponibilité de rejets thermiques représente aussi une opportunité pour le lin textile, dans la mesure où dans les régions plutôt nordiques du Québec, même si la culture en champ est possible, l'étape suivante qui consiste ce qu'on appelle le rouissage, qui se fait en principe au champ, n'est pas possible compte tenu de l'arrivée très rapide des premières neiges et des premiers gels. Et donc, ça représenterait une opportunité pour cette industrie, de développement pour cette industrie, en utilisant le rouissage enzymatique à l'eau chaude et ensuite du séchage avec les rejets thermiques industriels. Suivante. Gros morceau du gâteau des entreprises clientes potentielles, c'est la production en serre insuffisamment développée au Québec, qui fait l'actualité ces dernières semaines, avec la volonté du gouvernement de travailler fort à une amélioration de l'autonomie alimentaire du Québec, en ayant comme objectif de doubler la superficie de serre au Québec. La production en serre au Québec est largement sous-développée par rapport à une province comme l'Ontario ou comme la Colombie-Britannique. Et ça, c'est extrêmement dommage. Bon, c'est structurel, mais effectivement, la valorisation des rejets thermiques industriels représenterait des opportunités pour ce secteur, donc qui couvre pour les serres conventionnelles comme on les connaît là, les serres de Mers, les serres Toundra, les serres Lefort, mais également pour des secteurs en plein développement comme le vertical farming et l'aquaponie, qui sont deux secteurs émergents très très dynamiques. Juste pour information, là, l'Ontario compte 39% de la population canadienne et 54% de la superficie en serre, alors qu'au Québec, on a 23% de la population, mais seulement 12% de la superficie en serre. Donc, effectivement, il y a un potentiel de développement énorme qui permettrait donc au Québec d'avoir une meilleure autonomie alimentaire. D'ailleurs, juste à titre indicatif, la pandémie de Covid-19 a démontré que nos systèmes alimentaires, donc largement mondialisés et avec une gestion de flux tendus à l'extrême, n'avaient que peu de résilience face à un événement brutal et imprévu comme la pandémie, et que les comportements compulsifs, les restrictions internationales ont quasiment créé une crise alimentaire là où qui n'avait pas lieu d'être, dans la mesure où dans chaque pays, les récoltes étaient au rendez-vous. Donc là, effectivement, l'effort du gouvernement pour améliorer la résistance du système alimentaire est tout à fait pertinent. Suivante. Bon, comme autre client potentiel, on a ce que j'appelle l'industrie agroalimentaire et agro-industrielle version 2.0, qui est aussi en vraiment développement, où par exemple on a la valorisation nutraceutique des bleuets et des petits fruits nordiques pour l'extraction, entre autres des polyphénols, qui sont des composés végétaux extrêmement intéressants, avec un pouvoir de contrôle du phénomène inflammatoire tant en santé humaine qu'en santé animale, ainsi que pour l'extraction d'huiles essentielles à partir d'essences nordiques. Donc ces industries nécessitent des sources de chaleur pour des phénomènes, pour des procédés d'extraction qui, comme je vous le disais, s'ils sont faits à basse température, sont beaucoup moins préjudiciables à l'intégrité moléculaire des différents composés. Suivante. Stéphane, OK. Les autres entreprises clientes potentielles sont les industries ce qu'on appelle les produits biosourcés. Excusez-moi. Donc, ce qu'on appelle également la chimie verte. Je n'irai pas dans le détail de ce qui est exposé à droite, vous pourrez le lire dans la présentation PowerPoint qui vous sera transmise. Mais bon, le principe de base de la chimie verte, c'est de travailler à partir de biomasses diverses et avec des intermédiaires chimiques de produire des matériaux qu'on appelle biosourcés
Et donc, cette chimie verte prend de plus en plus de place sur le marché de la chimie en général, ce qui se traduit par une réduction des produits pétroliers, donc issus de gisements fossiles. Donc, c'est effectivement aussi un secteur extrêmement intéressant dans la mesure où cette chimie verte a besoin de chaleur, basse température pour ces processus, entre autres, de fermentation et possiblement d'extraction. Suivante. Autre industrie et entreprise cliente potentielle, c'est la valorisation des matières résiduelles organiques par biométhanisation, qui, en utilisant de l'eau chaude basse température, pourrait à l'opportunité de maintenir des paramètres optimaux à faible coût, en utilisant cette énergie thermique déjà produite en lieu et place du gaz naturel, par exemple. Suivante. Et puis le dernier, mais pas le moindre, c'est l'utilisation des rejets thermiques. Donc là, on est soit haute température, soit basse température, tout est envisageable, dans le cadre de réseaux de chauffage urbain. Effectivement, sous certaines conditions, si ce procédé, cette voie de valorisation est largement répandue en Europe, surtout en Europe de l'Ouest, ça tient à un contexte relativement facile d'habitat urbain relativement densifié, ce qu'on a quand même relativement peu en Amérique du Nord, particulièrement au Québec, où on a quand même une majorité d'agglomérations avec un tissu urbain relativement lâche et un habitat dispersé, ce qui peut être un obstacle à la mise en place de réseaux de chauffage urbain qui soient économiquement viables. Mais bon, c'est une voie de travail à ne pas négliger si à l'occasion on a une unité, un générateur de rejet thermique industriel qui est relativement proche d'une agglomération et relativement proche de bâtiments institutionnels. Voilà. Stéphane, je vais te passer le relais. Bonjour. Donc, pour ma part, voici le plan de ma présentation. Je vais présenter quelques exemples de projets de valorisation de rejet thermique au Québec. Ensuite, des exemples français. Je vais attirer votre attention sur le potentiel de valorisation de rejet thermique des centres de traitement de données au Québec et ensuite l'aide financière qui est disponible. Donc, Jean-Marie vous a présenté le super projet là, des serres toundra de Saint-Félicien. Il y a aussi d'autres projets de serres au Québec qui valorisent des rejets thermiques, comme les serres de mer de Drummondville, qui valorisent les rejets thermiques de la centrale électrique au biogaz de Waste Management, et les serres Sagami à Saguenay, qui valorisent les rejets thermiques d'Elkem Metal. Le pionnier là, de la valorisation des rejets thermiques au Québec, c'est le Centre de valorisation thermique des déchets de la Ville de Québec, un équipement qui a été conçu et localisé en 1974 dans le but de fournir de la vapeur à une papetière. Donc, encore aujourd'hui, l'équipement fournit 222 gigawattheures de vapeur à la papetière White Birch et 42 gigawattheures à Glassine Canada. Elle émet aussi dans l'atmosphère 206 gigawattheures de vapeur. Et il y a un projet actuellement là, pour relier l'hôpital de l'Enfant Jésus par un conduit de vapeur qui permettrait de répondre à 100% des besoins de vapeur de l'hôpital, à 98% de ses besoins de chauffage, 95% de ses besoins de refroidissement et 18% de sa consommation électrique. Dans la région de Gatineau, le projet Zibi, un développement immobilier de 400 000 m², qui va être doté d'un réseau de chauffage et refroidissement. Le besoin de chauffage prévu est de 19,6 gigawattheures. La valorisation des rejets thermiques de l'usine Kruger de la région permettra de couvrir 96% des besoins de chauffage. Du côté de la France, des gros projets, le réseau de chaleur de Dunkerque, créé en 1985, un réseau de plus de 40 km. Il fournit 126 gigawattheures de chaleur par année. La valorisation des rejets thermiques d'ArcelorMittal et d'autres usines
permet de couvrir 90% des besoins de chauffage. Le réseau de chaleur de Brest, un réseau de plus de 25 km. Il fournit 180 gigawattheures de chaleur et 25 gigawattheures d'électricité par année. La valorisation des rejets thermiques couvre 75% des besoins de chauffage et la biomasse forestière, 18% des besoins de chauffage. Encore en France, le réseau de chaleur de Bailly-Romainvilliers, un réseau de 3 km. Il fournit 22 gigawattheures de chaleur par année. La valorisation des rejets thermiques d'un centre de traitement de données qui a été installé à cette fin fournit 90% des besoins de chauffage du réseau. Donc, comme on vient de le voir dans l'exemple précédent, la valorisation des rejets thermiques des centres de données offre un potentiel très intéressant. Il y a d'ailleurs de plus en plus de centres de données qui s'installent au Québec et c'est une excellente nouvelle pour la planète. Par exemple, un gros centre de données là, qui s'installe ces temps-ci au Québec consomme à peu près 900 gigawattheures d'électricité par année. Donc, c'est 900 gigawattheures d'électricité par année consommées au Québec plutôt qu'aux États-Unis. Ça représente une réduction pour les émissions de gaz à effet de serre mondiales de 630 000 tonnes de CO2 équivalent par année, soit l'équivalent de retirer des routes plus de 185 000 véhicules légers. Donc, pourquoi les centres de données fournissant de chaleur? Ben, c'est pas compliqué. Un serveur informatique, ça agit sur l'électricité de la même façon qu'une plainte électrique. Donc, ça convertit l'énergie électrique en énergie thermique. Donc, d'où l'intérêt d'installer des centres de données à proximité de serres, de bâtiments ou de réseaux de chauffage. Pour Hydro-Québec, ben, c'est très avantageux parce qu'au lieu de fournir de l'électricité aux bâtiments pour leurs équipements de chauffage qui ont une consommation très, très variable, pour le moins variable, ben, on va fournir de l'électricité à des centres de données qui ont une consommation extrêmement constante. Donc, ça permet pour Hydro-Québec de vendre beaucoup plus d'électricité pour une même puissance installée. Bon, ce qui concerne l'aide financière maintenant. Bon, voici en premier le programme Éco-Performance que beaucoup d'entre vous connaissez certainement. C'est un bon programme là, pour faire des projets de valorisation de rejets thermiques si vous n'avez pas besoin de dizaines de millions de dollars. Il offre entre 400 et 1250 dollars la tonne de CO2 équivalent pour une entente de 10 ans. L'aide maximale est de 75% des dépenses admissibles jusqu'à un maximum de 5 millions de dollars par année. Et bon, le programme va abaisser, va donner de l'aide financière jusqu'à un abaissement de la période de retour sur investissement entre 1 à 5 années, là, dépendamment de quelle clientèle est le requérant. Vous pouvez avoir les détails d'Éco-Performance sur notre site Internet ou sur le lien qui est là. Je profite de l'occasion pour vous parler d'une annonce qui a été faite la semaine dernière par Transition énergétique Québec dans le cadre de la relance post-COVID. Donc, Transition énergétique Québec bonifié l'ensemble, pour une période temporaire, l'ensemble de ces programmes d'aide financière. Je vais vous parler plus précisément là, des programmes biomasse forestière résiduelle, Éco-Performance et Technoclimat. Ces programmes reçoivent une bonification de 5% de l'aide financière pour tous les programmes, pour tous les projets qui sont déjà déposés et aussi pour les projets qui seront déposés d'ici le 31 décembre 2020. En plus, ces dépôts de projets-là auront une prolongation de 12 mois pour réaliser le projet. Donc, vous aurez plus d'argent et plus de temps pour réaliser votre projet. Bon, l'appel à proposition pour la valorisation de rejets thermiques maintenant. Donc, c'est dans le cadre de l'entente bilatérale intégrée, couramment appelée l'EBI. C'est une entente fédérale provinciale. C'est la même entente là, qui finance des projets de transport en commun comme le tramway de Québec, par exemple. Mais dans cette entente-là, il y a une enveloppe pour les infrastructures vertes. Et de l'enveloppe pour les infrastructures vertes, le gouvernement du Québec
a dédié 200 millions pour encourager la valorisation de rejets thermiques et c'est Transition énergétique Québec qui est responsable de faire lever les projets. Donc, l'appel à proposition a été lancé, excusez-moi, le 4 décembre 2019 et vous avez jusqu'au 31 décembre 2025 ou jusqu'à épuisement des fonds pour nous fournir votre proposition. Est-ce que Écoperformance et l'EBI sont compatibles? Oui et non. Vous ne pouvez pas déposer pour la même portion de projet une demande à l'EBI et à Écoperformance, mais vous pouvez par contre déposer, par exemple, dans le cas d'un réseau de chaleur basse température qui récupérerait de la chaleur d'un procédé ou d'un centre de données. Donc, toute la partie réseau de chaleur, distribution de la chaleur serait financée par l'EBI. Et ensuite de ça, les équipements dans les bâtiments, comme les thermopompes et autres mesures d'efficacité énergétique, pourraient être financés par des demandes à Écoperformance. Bon, quel type de rejet industriel, quel type de rejet est admissible? Tous les rejets sont admissibles. Les rejets thermiques industriels, incinérateurs, centres de données, métro, eaux usées. Faites aller votre imagination. On demande que 90% de la chaleur fournie provienne de rejets thermiques. Et bon, il y a un paramètre qui fait partie de l'entente bilatérale intégrée, et puis on doit vivre avec. Les infrastructures ne peuvent pas appartenir à un établissement de soins de santé ou d'enseignement. Voici comment se décline l'aide financière. Donc, selon qui est propriétaire d'une infrastructure, pour les infrastructures qui seraient propriété du gouvernement du Québec, un ministère ou un organisme public, par exemple la SHQ ou la SQI, le fédéral va fournir 50% d'aide financière. Pour une administration municipale ou régionale, le provincial va fournir 33% et le fédéral va fournir 40%. Dans le cas d'un organisme à but non lucratif, le fédéral va fournir 40%. Dans le cas d'un organisme autochtone, le fédéral va fournir entre 75 et 100% d'aide financière. Et finalement, dans le cas d'une entreprise privée, j'ai mis un astérix, c'est bien possible d'avoir une aide financière de 25% pour ces projets, mais je vous invite à communiquer avec nous avant d'aller trop loin si vous êtes une entreprise privée à but lucratif, parce que l'EBI exige une reddition de compte et des délais beaucoup plus élevés pour les entreprises privées à but lucratif. Donc, c'est bien qu'on en discute avant que vous alliez plus loin. Donc, voici ce qui est requis pour le dépôt d'un projet complet. C'est sensiblement ce qui est demandé pour n'importe quel programme d'aide financière en efficacité énergétique, donc description et localisation du projet, étude de faisabilité, montage financier, calendrier de réalisation, les calculs de réduction de consommation d'énergie par source d'énergie, les calculs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, une étude de risque et stratégie d'atténuation et une évaluation de la résilience au changement climatique. Dans le cas du dernier point, c'est effectivement pas quelque chose que vous êtes habitué de rédiger, puis faites-vous-en pas, on va vous accompagner dans la rédaction de ce document-là avec le ministère de l'Environnement du Québec. Et puis en plus, vous n'avez pas à remplir ce document-là avant d'avoir même obtenu la lettre d'appui financier, donc que votre aide financière soit accordée. Donc, ça vous laisse encore beaucoup de temps et donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Bon, pour plus de détails sur l'appel à proposition, je vous invite à aller sur notre site Internet en suivant le lien qui est là. Et puis, évidemment, vous n'avez pas besoin d'aller de trop avancer votre projet avant de communiquer avec nous. On vous invite à communiquer avec nous par l'adresse courriel générale de TEC en mentionnant dans l'objet du courriel valorisation des rejets thermiques.
Je vous remercie beaucoup et puis on va maintenant passer à la période de questions-réponses. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup, Jean-Marie. Les questions, la première question qu'on a reçue, c'est à Jean-Marie, c'est à savoir quand tu parlais au début de la présentation de la cimenterie, est-ce qu'on parlait de la cimenterie McGuinness? Non, je parlais des ciments, quand j'ai fait l'étude en 2010, donc je parlais des cimenteries en général et des unités de production de chaux en général. En 2010, la cimenterie McGuinness n'était pas encore sur les radars là. Donc effectivement, l'étude a été faite il y a 10 ans. Donc certaines entreprises ont disparu, d'autres sont apparues. L'étude reste un survol du potentiel. Je n'ai pas pu me déplacer sur chaque site pour faire une caractérisation poussée, mais ça donne un ordre de grandeur qui est déjà raisonnablement acceptable. Il est évident que si on veut ensuite passer à une démarche de valorisation, ça prend une caractérisation fine du site lui-même pour définir exactement le potentiel qui existe et les contraintes de valorisation auxquelles on pourrait avoir à faire face. Merci. La deuxième question qu'on a reçue, c'est au sujet de la popularité des serres au Québec. Pourquoi, avec les tarifs d'électricité aussi faibles, on en a beaucoup moins qu'en Ontario, par exemple? En fait, c'est que l'électricité dans les serres, à part pour éclairer, ça sert pas à grand chose là. Chauffer une serre à l'électricité, c'est quelque chose d'assez complexe là. Donc en fait, l'électricité et puis le fameux tarif préférentiel là n'est pas accessible à tous les producteurs. Il faut atteindre un certain plancher de consommation et de puissance pour pouvoir bénéficier d'un tarif préférentiel. Donc c'est pas, même si l'électricité est pas chère, c'est pas un paramètre suffisant pour booster la sériculture au Québec. Merci. On aimerait savoir aussi, puisque là, pour la valorisation, évidemment, chaque projet est associé avec une industrie. Est-ce qu'il y a une façon de réduire les risques des investissements dans la valorisation quand l'industrie, en fait, est dépendante de facteurs externes comme la concurrence internationale et puis Alors, effectivement, c'est un risque à considérer et on en a eu l'exemple au début des années 2000 dans la baie des Chaleurs en Gaspésie où Jardin Nature s'était lancé avait monté un complexe de serres qui faisait à peu près 2-3 hectares à l'époque qui souhaitait valoriser les rejets thermiques de la papetière qui était à côté, dont je me souviens plus du nom. Cette papetière a fermé quelques années après, et donc les investissements qui avaient été faits par Jardin Nature sont effectivement devenus inutiles. Bon, c'est vrai que c'est toujours un risque. Bon, aujourd'hui, par rapport aux années 2000, où l'industrie forestière en général, y compris les pâtes et papiers, a quand même vécu des turbulences assez majeures. Aujourd'hui, on est quand même dans un contexte, bon, ok, vous me direz, il y a la pandémie. On est quand même dans un contexte moins chahuté, mais c'est vrai que dans le cadre d'un partenariat avec une industrie quelle qu'elle soit, c'est un paramètre à considérer. La pérennité du partenaire industriel doit être sérieusement évaluée, tout en sachant que un tel partenariat, dans la mesure où ça crée de l'emploi, fait en sorte que le partenaire industriel va probablement voir au sein de son groupe industriel, indépendamment des conditions mondiales, au sein de son groupe industriel, va avoir son statut quand même relativement consolidé. Si grâce à la valorisation de ces rejets thermiques, ça crée 200 emplois, le propriétaire de l'usine serait assez mal avisé de fermer cette usine
et de menacer 200 emplois indirects. Donc, c'est aussi un paramètre de consolidation du partenaire industriel. Mais effectivement, la question est très pertinente et c'est un point critique qu'il faut systématiquement évaluer au début de chaque démarche de valorisation de rejet thermique. Merci beaucoup. On a parlé aussi de défis techniques pour le projet de Saint-Félicien. Est-ce qu'il y avait d'autres défis à part les défis techniques? En fait, il y a le plus gros défi, c'est que on a un partenariat à 3 acteurs. On a 2 acteurs qui sont des entreprises privées, donc Produits Forestiers Résolus et Certundra, donc qui, dans le cadre de passation de marché, de commandes, etc., peuvent fonctionner très très rapidement. Et le 3e acteur, qui est un acteur municipal, la ville de Saint-Félicien, qui, lui, est soumis à un cadre réglementaire très, très strict qui s'appelle la loi sur les cités et villes, et qui donc doit, dans tout processus de passation de marché, suivre une série d'étapes qui peuvent être scrutées à la loupe par le ministère des Affaires municipales et ce qui peut coûter cher à la ville si on brûle des étapes. Donc en fait, ce qui s'est passé, techniquement, c'est pas de la haute technologie, mais le principal problème, ça a été que la ville de Saint-Félicien n'a pas pu évoluer à la même vitesse que ses partenaires privés. Donc, ce qui fait qu'effectivement, dans le réseau de chaleur, étant donné qu'il y avait aussi de la décision politique, la ville de Saint-Félicien a dû bénéficier d'un bill privé parce qu'elle s'impliquait dans une transaction énergétique, ce qui n'était pas prévu. Donc, avec des décisions politiques, d'accord du financement du PICUM, etc., etc. Donc, et ça a retardé la mise en opération du réseau d'eau chaude basse température, mais ça, c'est intrinsèque au statut municipal de l'acteur qui est tenu de suivre à la lettre la loi sur les cités et villes. Ça a été le principal obstacle. On demande aussi pour la rentabilité pour le projet de Saint-Félicien. C'est quoi le taux de retour sur investissement, par exemple? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le réseau de chaleur en lui-même, donc qui va de Résolus à Certundra, a été financé par la ville de Saint-Félicien. Une ville, de par son statut et son mode de fonctionnement, peut se permettre ce qu'on appelle des investissements patients, contrairement à une entreprise qui va rechercher systématiquement la période de retour sur investissement la plus rapide possible, et c'est tout à fait normal. Donc, pour une ville comme Saint-Félicien, par exemple, l'amortissement sur 20 ans, puis une période de retour investissement sur 20 ans, dans la mesure où ça crée de l'activité économique, ça crée de l'emploi, c'est quelque chose de tout à fait acceptable. Bon, la façon dont ça s'est passé, c'est que le PIQM a quand même financé à hauteur des 2/3 toutes les infrastructures d'accueil de Certundra, y compris le réseau de chaleur, et que le tiers financé par la ville, et ça c'est public, donc fait l'objet d'une facture annuelle de redevance à Certundra sur 20 ans pour que la ville rentre dans ses frais pour le montant qu'elle a financé sur ses fonds propres. Merci. Est-ce qu'il y a des projets de plus petite envergure qui pourraient être pensés? Par exemple, une serre sur un centre d'achat ou en fait sur une épicerie? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça a été démontré en Europe dans la mesure où on intègre par exemple aux nouveaux bâtiments des unités de soit de serre en toiture, soit de vertical farming qui sont chauffées avec les rejets d'air chaud et les eaux grises des occupants du bâtiment. Donc là, on n'est plus à 30 hectares de serre, là on est à quelques centaines ou quelques milliers de mètres carrés. Donc oui, c'est tout à fait faisable. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que bon, l'investissement dans un réseau de chaleur, c'est quand même un coût relativement technique et un coût financier relativement important. Donc il faut voir aussi est-ce qu'il y a une certaine cohérence d'échelle entre le réseau de chaleur et l'entreprise la serre qui va les valoriser. Bon, mais tous les cas de figure sont possibles et envisageables.
D'autant que, comme le disait Stéphane, dans le cadre des data centers, si on a des serres qui sont mises à proximité, on peut très bien imaginer une grappe de serres de dimension petite à moyenne qui vont chacune utiliser les rejets thermiques du data center pour se chauffer. Tous les scénarios sont possibles, mais leur viabilité dépend d'une analyse quand même relativement bien faite au départ. Une question pour Stéphane maintenant, c'est à savoir, est-ce que la bonification de 5% d'éco-performance s'applique aussi au volet analyse? Oui, donc tous les volets de l'éco-performance bénéficient de ce 5%-là, incluant le volet analyse. Il y a juste le plafond de 75% d'aide qui demeure un plafond, si on veut, un plafond de verre qu'on ne peut pas franchir. Donc, dans le cas du volet analyse, ça ne s'applique pas, mais si on regarde pour un projet de recommissioning qui est déjà offre 75% d'aide financière, ben, dans ce cas-là, il ne pourra pas être bonifié. On ne peut pas aller au-delà de 75% d'aide financière. Merci. Une dernière question maintenant, si on veut respecter le délai. Quel est le pourcentage de financement pour le programme EBI? Oui, ben je peux peut-être retourner rapidement à ça ici là. Donc, ça dépend qui à qui appartiennent les infrastructures. Dans le cas d'une infrastructure qui appartiendra au gouvernement du Québec, par exemple la SQI, le fédéral fournit 50%. Dans le cas d'un organisme municipal, le fédéral fournit 40%, mais le provincial va fournir 33%. Dans le cas d'un organisme à but non lucratif, l'aide financière est de 40%. Dans le cas d'un organisme autochtone, l'aide financière varie entre 75 et 100%. Puis dans le cas des entreprises privées, comme je disais, là, ça peut être 25%, mais je vous invite à communiquer avec moi parce que c'est plus compliqué là, pour les entreprises privées à but lucratif là, de déposer à l'EBI. Bon, mais merci Stéphane, merci à Jean-Marie pour la belle présentation. Merci. Je les invite à communiquer avec eux si vous avez des questions. On était près de 75 personnes aujourd'hui. Merci à tous les participants. Puis, si vous êtes intéressés, la prochaine présentation du réseau Énergie et Bâtiment avec BOMA, donc on va être ensemble, ça va être le 10 juin 2020 de 12h à 13h sur l'opération du CVC en période de COVID-19. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.